Après 12 ans, il est revenu, et personne n'était prêt à entendre ce que les enfants allaient dire. La voiture freina en crissant devant la maison au volet pendant. Le costume de David Martin jurait avec la poussière et les planches brisées qui gisaient sur le seuil. Il descendit lentement, la mâchoire serrée, la mallette à la main. Dans son autre bras, dissimulé sous la manche de son imperméable, une masse, un symbole et une menace à la fois, prêtée à l'instant pour frapper le bois pourri plutôt que des épaules. Ses chaussures reluisantes s'enfonçaient dans un monde qui n'était plus le sien. Un jardin envahi par des herbes hautes, un portique dont la peinture s'était écaillée, des balançoires sans siège attachés à une branche morte. Le quartier se faufila à la lisière de la rue, curieux et soupçonneux. Les voix prirent un ton qui passa du murmure à la rumeur en quelques secondes. Des femmes regardèrent par-dessus les murs, des hommes cessèrent de balayer, et au centre de ce petit théâtre, Isabelle apparut à la porte. Le visage tiré, la peau marquée par des années de lutte plutôt que d'âge, elle tenait Léa par la main et Carmen blottée contre sa cuisse. Léa, 5 ans, avait déjà entendu parler d'un papa qui s'était envolé un jour sans promesse. Carmen, 3 ans, ne comprenait pas encore pourquoi il y avait des ombres dans les yeux de sa mère. David posa la mallette sur le perron et prit la masse comme on prend un objet du quotidien, mais chaque pas résonnait. Il n'y eut pas de retrouvailles douces. Rien n'était teinté de nostalgie, seulement l'air chargé d'un affrontement annoncé. Isabelle ferma la porte entre eux comme on ferme une blessure qui ne veut pas saigner davantage. « Isabelle, » dit David d'une voix qui trompait par sa retenue, « je suis revenu pour réparer. » Un rire bref et amer s'échappa d'Isabelle. « Réparer ?» répondit-elle. « Tu arrives en costume et tu crois réparer avec de l'argent, après 12 ans ?» Autour, une femme plus vieille s'avança. Mame Camara. Sa démarche était calme, mais sa présence imposait le silence. Elle avait élevé Isabelle, connaissait chaque moutonnement de sa colère et chaque égrainement de sa peur. On l'appelait respectueusement Mame Camara et elle portait le quartier sur ses épaules comme un manteau. David sortit de la mallette une enveloppe usée, comme si sa main tremblait à l'idée de briser encore une fois un secret trop longtemps scellé. Puis, d'un geste plus lent, il en sortit une petite boîte en carton couverte de poussière. La boîte contenait des photos, des tirages jaunis, des sourires figés, des scènes que la mémoire d'Isabelle croyait avoir ensevelies. La rue se serra autour d'eux. Les regards pesaient. De la boîte s'échappa un silence lourd de questions. David posa le regard sur Isabelle et pour la première fois depuis son départ, il nomma la blessure qui avait creusé leur vie. « Tu étais enceinte quand je suis partie, » dit-il. « Tu as accouché seule, tu as perdu le bébé, je sais tout ça. » C'était une sentence plus qu'une accusation, prononcée d'un ton sec qui ne cherchait pas la pitié. Isabelle eut le réflexe de détourner les yeux, comme si un clin d'œil du passé venait de l'aveugler. Les doigts qui tenaient la boîte se fermèrent sur une photo où l'on voyait Isabelle, jeune et courageuse, le ventre arrondi à peine deviné. Une autre photo montrait un couloir d'hôpital, un berceau vide. Une feuille de papier, timbre et cachet, traînait au milieu des images. Une voisine jeta un regard en arrière. Des conversations en chuchotement commencèrent à courir. Comment avait-elle fait? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Qui savait? Mame Camara, qui avait été absente à ce moment-là, posa une main sur l'épaule d'Isabelle, comme pour la maintenir ancrée. « Pourquoi tu dis ça maintenant ?» dit Isabelle d'une voix rauque. « Tu n'avais aucune nouvelle, David. Tu t'es barré. Tu n'as pas appelé. » La colère d'Isabelle n'était que la première couche d'une douleur plus ancienne. Le silence qui suivit les mots de David se fit plus épais quand il posa un autre document sur le pas de la porte. Des papiers officiels, un dossier aux lettres sobres qui jurait avec l'état de la maison. La feuille indiquait un chiffre, 50%, et un nom, Isabelle. « Tu as pensé à moi pendant 12 ans ?» demanda-t-elle, moqueuse, incapable de croire à l'aubaine que l'on lui tendait sur la paillasse d'un passé encore saignant. Il y eut un froissement mécanique. La rumeur parcourut la rue, plus bruyante à présent. Des têtes se tournèrent vers lui, certaines incrédules, d'autres méfiantes. Les documents constituaient une promesse presque absurde. La part légale d'une entreprise dont il était l'image, la part née d'une idée qu'il avait clairement attribuée à elle. David avait fait fortune avec ce produit né d'un appel, d'une remarque d'Isabelle, d'une intuition qu'elle n'avait jamais signée par manque d'ouverture au monde des affaires. Les papiers prouvaient qu'elle détenait 50%. Pas seulement un geste symbolique, mais une vérité juridique. David, riche, lui offrait maintenant de réparer la maison, de reconstruire, d'investir, d'effacer un toit en ruine et des nuits sans chauffage. « C'est la vérité », murmura-t-il,
L'idée, elle venait de toi. J'ai demandé à ce que ton nom soit sur les actes. Tu as 50%. Isabelle sentit la démence d'un rire lui brûler la gorge. Prendre l'argent de celui qui vous avait abandonné? Accepter que la réussite d'un homme soit tombée, en partie, d'une graine qu'on vous avait publiée? Sa fierté prit la forme d'un refus immédiat. Non, je ne veux pas ton argent. Je veux que tu répondes à la question. Pourquoi tu es parti? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Pourquoi n'as-tu pas su que j'étais à l'hôpital? Je n'ai pas besoin de ta charité. La présence de David n'était pas seulement un geste administratif. Il enfonça la masse dans le sol, non comme une menace, mais comme une proposition d'ouvrage. Il regarda la maison écroulée comme on regarde l'endroit où l'on doit commencer à réparer. « Ce n'est pas de la charité, dit-il. Je veux réparer. Pas pour effacer ce qui s'est passé. Je sais que les mots ne suffisent pas, mais pour être là. Pour que les filles aient un toit. Pour montrer que je n'ai pas oublié. » Léa se colla un peu plus au pantalon de sa mère, la petite main serrant le tissu comme une encre. Carmen, curieuse, avait déjà repéré la boîte de photos et tirait sur la manche d'Isabelle pour voir. La chose la plus simple allait arriver. Les enfants allaient parler. Et quand les enfants parlent, la vérité se déguise rarement en compromis. Un souffle passa sur la presque avenue. Un enfant franchit le pas. La vérité confuse des tout-petits qui ne connaît ni honte ni calcul. Léa leva la tête, comme on lève la main pour poser une question à laquelle on croit connaître la réponse. « Maman, dit-elle d'une voix claire, tu nous as jamais parlé de cet homme avec des photos. » Isabelle serra un instant les dents, puis donna un petit coup de tête qui expliquait tout et son contraire. Elle n'avait pas prévu que les filles soient le levier du déverrouillage. Elle avait appris à taire ses blessures pour que les filles ne grandissent pas avec la colère de leurs parents. Mais la curiosité d'une enfant n'obéit pas aux arrangements des adultes. David, lui, sentit un élan qu'il n'avait pas anticipé. Il descendit d'un ton, et dans ses yeux l'on lut une combinaison étrange. Regret, peur, détermination. « Ce sont des photos de nous, dit-il faiblement. De nous, avant. » Un silence plus grand encore prit place, comme si la rue retenait son souffle. Les regards glissèrent vers la boîte qu'Isabelle tenait maintenant entre ses mains, protégée comme un cœur qu'on n'ose pas déchirer. Mame Camara s'avança, posa la paume sèche sur le couvercle et dit, avec la sagesse qui vient des années, « Les enfants disent ce qu'ils voient, ils n'inventent rien, écoutez-les. » Ce fut Carmen la petite qui brisa la retenue générale. Sa voix sortit comme une évidence, une vérité brute qu'on ne peut arranger à coups d'arguments juridiques ou d'actes notariés. « Tonton David, dit-elle sans tourner la tête, tu es notre papa. » Les mots tombèrent. David resta immobile, la masse suspendue à sa main comme une épée oubliée. La rue explosa en un brouhaha d'exclamations, des chuchotements, des spéculations. Isabelle eut l'impression que l'air manquait, que la pièce se refermait autour d'elle. La formulation des enfants avait la simplicité implacable d'une évidence. « Tonton David, tu es notre papa. » Les phrases des enfants ne cherchent pas à nuancer, elles frappent au cœur. Pour David, c'était un coup qui ne pouvait être réparé par un chèque. Pour Isabelle, c'était une blessure et une question à la fois. Comment réagir quand l'innocence de deux petites filles vous condamne à reconsidérer un homme absent? Mame Camara s'appuya contre la porte comme pour mieux observer la scène. Elle connaissait la fragilité des cœurs, les promesses que l'on fait et que l'on rompt. Elle savait que réparer une maison ne suffit pas à refermer un creux de 12 ans. Pourtant, elle savait aussi quand intervenir pour éviter l'irrémédiable. « Écoutez, dit-elle d'une voix qui avait à la fois fermeté et chaleur, personne ne va décider pour vous. Mais les enfants ont déjà fait un choix, à leur façon. Si cet homme veut entrer dans votre vie, il devra le faire en respectant des règles, et il faudra du temps. » Le regard de David se fit implorant. Il ramassa la boîte, posa des doigts sur l'une des photos, comme si toucher ce papier lui donnait le droit d'appeler les années perdues. Des lames de lumière passaient à travers les nuages bas d'un ciel d'Ibadan, jetant des ombres obliques sur le pas de la porte. Ce n'était pas la première fois que David se trouvait face à un carrefour, mais c'était la première fois qu'il voyait les conséquences de son absence sous la forme de deux petites silhouettes qui le regardaient avec l'évidence d'un verdict. Isabelle reprit contenance. La colère vibrait toujours sous la peau, solide comme un fil de fer. Mais une nouvelle émotion se mêlait, la confusion. Aucun mot ne semblait convenir pour répondre à Carmen, aucun geste pour calmer Léa. Elle n'avait jamais imaginé que ses filles appelleraient un homme « papa » en l'absence d'impact. Cela la surprit, la blessa, et quelque chose d'autre encore, une nostalgie qu'elle refusait de nommer. « Tu ne peux pas entrer comme ça, dit-elle enfin à David. Tu ne peux pas débarquer et dire
Je vais tout réparer. Réparer, c'est plus que des murs. Réparer, c'est répondre au pourquoi. Réparer, c'est être là quand il faut. Et nous déciderons si c'est possible. » La voix d'Isabelle tremblait, mais elle posait des conditions. Ses yeux s'accrochèrent à ceux de Mame Camara. La vieille femme hocha la tête, comme pour dire que c'était juste. Autour d'eux, la rue attendait la suite. Les enfants, elles, continuaient à jouer, tirant la robe d'Isabelle vers le jardin, indifférente au papier, au conte, à la poussière intime qui se remuait. David prit une profonde inspiration, et pour la première fois depuis qu'il avait descendu les marches de sa voiture, il parla non pas de réparation matérielle, mais d'engagement. Il sentit qu'il n'avait pas le droit d'exiger le pardon, seulement de le solliciter. Alors il fit une proposition simple, maladroite, mais pleine de volonté. « Je ne veux pas acheter votre silence, » dit-il. « Je propose de reconstruire la maison. Je propose aussi un essai. Donnez-moi 6 mois. 6 mois pour prouver que je peux être présent. Je dormirai à l'hôtel si vous le voulez. Je ne forcerai rien. Si à la fin des 6 mois vous me dites de partir, je partirai. Et si vous acceptez, alors on parlera d'autre chose. » Autour, on sentit le poids des mots. Isabelle plissa les lèvres. 6 mois. Un délai raisonnable, une échappatoire, une épreuve. Les yeux de Mame Camara se plissèrent, mesurant la portée d'un délai. Les voisins chuchotèrent. 6 mois, c'est long, c'est court, c'est ce qu'il faut peut-être. « Et l'argent ?» dit Isabelle, toujours à la proue d'une dignité farouche. « Tu m'offres ta fortune comme si elle pouvait effacer les nuits blanches. Je ne veux pas de compromission. Si tu veux nous aider, fais-le sur le chantier. Montre-nous que tu sais être présent. Les papiers, garde-les. Je n'irai pas signer pour un mariage de papier aujourd'hui. » Elle posa la boîte de photos sur le perron comme si elle voulait la garder hors de portée de promesses précipitées. Les papiers sous la main de David témoignaient d'une autre vérité. Il ne s'agissait pas seulement d'un geste philanthropique, mais d'une reconnaissance, juridique et formelle, de ce qu'elle avait apporté. Cela changeait la donne d'un point de vue matériel. Cela n'effaçait pas la blessure. David accepta les règles que, même sans prononcer tous les détails, Isabelle laissa entendre. Pas de coucher à la maison, pas de démonstration d'affection forcée, pas d'attente de pardon immédiat. Il proposa, d'un souffle princier, de montrer son engagement à coups de gestes plutôt que de mots. Il descendit du perron, déposa la masse près d'une pile de planches, comme si l'objet attendait sa vraie destination. La pression retomba d'un cran, mais la question la plus déconcertante restait. Et c'est à ce moment que Carmen, Lara, la petite fille de 3 ans, se mit à trier les photos. Elle en prit une au hasard, la porta tout près de son visage et dit, d'un ton qui n'admettait aucune contestation, « Maman, est-ce que le bébé est dans ces photos ? Est-ce que c'était un frère ou une sœur ?» La question fit écho dans la cour comme une cloche qu'on sonne pour un signal chuchoté. Isabelle sentit ses genoux se dérober. Elle n'avait jamais parlé du bébé à ses filles parce qu'elle avait voulu les préserver. Et voilà qu'une petite voix, sans complexe, venait rouvrir une plaie en demande d'explication. Elle se dit d'un coup que le temps des secrets était peut-être révolu. Mame Camara posa la main sur l'épaule d'Isabelle et murmura « Nous devons parler maintenant. » Pas pour blesser, mais pour que les enfants sachent qu'on ne leur ment pas, ils grandiront. Ils méritent la vérité, expliquée à leur taille. Isabelle regarda les 2 petites qui, l'air sérieux, semblaient prêtes à recevoir une histoire qui n'était pas la sienne. Elle sentait la colère, la peur, la tentation du rejet et un autre courant, plus discret, qui la poussait à accepter une aide, non par faiblesse, mais parce que 2 enfants avaient le droit d'avoir une maison solide. David s'approcha, mais il resta à distance, respectant la ligne qu'Isabelle traçait. Les photos bruissaient sous les doigts de Carmen. Une image montrait un petit berceau vide, une autre le poignet d'un nouveau-né serré autour d'un doigt trop grand. Le dossier médical que David avait sorti contenait des mentions administratives, des dates, un hôpital où Isabelle avait été la nuit du travail. Sur une feuille, le cachet d'une infirmière portait un prénom, Carmen. David avait retrouvé ce prénom. C'était la même Carmen, qui des années plus tôt avait écrit un rapport, un témoignage sur la naissance qui avait suivi une absence. La révélation du dossier médical avait été brutale, mais nécessaire. Elle ouvrait la porte aux questions que tout le monde avait, mais personne n'osait poser. Maintenant que la vérité était sur la table, la conversation ne pouvait plus être esquivée. « Où étais-tu, David ?» demanda Mame Camara, sans douceur. « Parce que la vérité mérite parfois d'être nommée brutale. » Il baissa les yeux, et pour la première fois, David laissa percer la fatigue d'un homme qui avait porté le monde industriel sur ses épaules. « Ndé, Po, j'étais à Ibadan, dit-il enfin, et puis ailleurs. »
J'ai été pris par quelque chose que je pensais plus grand que moi. Je croyais que partir m'aiderait à protéger ce que je faisais. Je me suis trompée. Et le prix qu'on a payé, c'est trop lourd. Ibadan, le nom d'une ville qui sonnait comme une autre vie, un autre horizon. Dire Ibadan, c'était dire départ, activité, distance. Pour Isabelle, entendre ce lieu prononcé devint une marque. Il avait quitté non seulement son foyer, mais aussi l'Afrique qu'il partageait, les rues, les odeurs, les voisins et le réseau de solidarité qui avait tissé leur vie. Dire Ibadan, c'était reconnaître que la séparation n'était pas accidentelle. Les yeux d'Isabelle s'humidifièrent, mais elle resta ferme. Elle ne dit rien à propos de prendre l'argent, ni à propos des parts. Elle dit seulement qu'elle ne permettrait pas qu'un nouveau mensonge prenne la place de l'ancien. David, qui avait l'habitude de faire signer des accords à la chaîne, comprit qu'il n'y aurait pas d'écrit magique pour effacer la douleur. Il tendit alors, presque sans réfléchir, la main vers la boîte de photos. « Laissez-moi au moins réparer la maison, murmura-t-il. Laissez-moi donner un toit, et je resterai à distance, tant que vous le voudrez. » Un rapide bruit dans la rue attira l'attention. Une banderole accrochée plus loin flottait maladroitement, balayant la mémoire du quartier d'un vent. Personne ne savait encore si David était venu pour racheter la paix ou pour l'acheter. Mais il y avait quelque chose d'irréfutable. Il était là, et deux petites filles venaient de prononcer un mot qui allait tout compliquer. Ils conversèrent encore, à voix basse, à la lisière du scandale et de la possibilité. Mam Camara proposa des garde-fous, une période d'essai de 6 mois, des règles simples, dormir à l'hôtel la première phase, aucun baiser imposé, pas d'attente de pardon immédiat, et des témoignages d'engagement. Venir travailler sur le chantier, être présent le matin pour aider Léa à préparer son goûter, être présent lors des rendez-vous médicaux si nécessaire. Ces règles avaient quelque chose de tangible, presque pratique. Elles évitaient les grands discours, favorisaient des actes. Isabelle accepta d'y réfléchir, non pas pour pardonner aussitôt, mais pour ne pas ruiner la maison et l'enfance des filles avec une querelle qui pourrait être réglée autrement. Elle posa une condition supplémentaire. Toutes les propositions financières et documents juridiques resteraient fermement dans son tiroir. Aucun accord officiel ne serait signé pendant les 6 mois. C'était la façon la plus honnête qu'elle trouva de préserver sa dignité. David hocha la tête, soulagé et angoissé à la fois. Il ne savait pas s'il pourrait tenir ses règles, dormir à l'hôtel alors qu'il rêvait de revenir dans un foyer, rester distant alors qu'il brûlait de réparer les gestes du passé. Mais il accepta, parce que c'était la seule chance qu'on lui donnait de prouver par l'effort ce que les mots ne pouvaient plus. La journée s'acheva sur une agitation contenue. Des voisins apportèrent des planches, quelqu'un proposa un marteau, et la rumeur changea d'allure, devenant peu à peu une conversation sur les matériaux et les horaires. La foule se dissipa, mais quelques silhouettes restèrent pour observer le mouvement. David partit en emportant la masse et la boîte de photos, comme s'il emportait avec lui une promesse et une armure. La dernière image de la soirée fut celle de Léa, qui, avant d'aller se coucher, glissa une photo sous son oreiller. Carmen, déjà la tête dans les rêves, murmura « Si tonton David est notre papa, est-ce qu'on va avoir des jeux nouveaux ?» Les adultes échangèrent des regards. La question d'une enfant avait lancé un processus dont ils ne mesuraient pas encore l'issue. On remit à demain la délibération, on laissa la pluie, qui commençait à tomber, nettoyer l'âme de la rue en gouttes tièdes. Le son de l'eau sur les tuiles, lent et régulier, ressemblait à une promesse fragile. Il y aurait du travail, de la patience, et peut-être une maison reconstruite. Mais le chemin pour y parvenir s'étendait encore, long et semé d'épreuves. Les papiers, la boîte de photos, la masse, l'ombre d'Ibadan et les mots d'enfant restaient étalés sur le perron d'une histoire qui commençait à peine à se défaire. Le vrai chantier n'était pas seulement de plancher et de ciment. Il fallait réparer le temps, les silences, la confiance, et pour le faire, il faudrait plus que de l'argent. L'aube suivante se leva sur un quartier qui déjà bruissait de cliquetis. Marteau, voix étouffée, quelqu'un qui déplace une pile de tuiles. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas, comme si le monde hésitait à reprendre ses couleurs. David n'était pas retourné à sa voiture. Fidèle à sa promesse silencieuse, il avait passé la nuit à l'hôtel, les mains engourdies par le sommeil trop court. Pourtant, à la première lueur, il fut sur le chantier, chemise retroussée, la cravate abandonnée dans un coin de sa mallette. Les habitants l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec le scepticisme poli réservé à ceux qui promettent beaucoup. Mam Camara arriva la première sur le chantier, sa canne résonnant doucement sur le sol.
Elle ne se mêla pas aux critiques immédiates. Elle apporta du café chaud et des tranches de pain qu'elle disposa sur une petite table bancale. Les voisins se présentèrent en demi-cercle, offrant un peu d'outillage, un remblai, une main. La réparation d'une maison, ici, n'était jamais qu'un prétexte. C'était une affaire de voisinage, et le quartier s'y retrouvait comme on se retrouve autour d'un feu. David accepta les outils que l'on lui tendait. Il n'avait jamais été ouvrier, mais il apprit vite, guidé par des gestes plus anciens que sa réussite. Il retirait les planches pourries, passait la brosse sur des murs moisis, mesurait, posait, repassait. Ses mains, d'abord maladroites, gagnèrent en assurance. Ce n'était pas seulement une mise en scène. Il transmettait par l'effort l'idée qu'il était disposé à payer un prix qui ne se limitait pas à un chèque. Isabelle observait à distance. Elle venait vérifier la progression, intervenir si l'on touchait à un mur porteur, reculer si la présence de David devenait trop envahissante. Elle portait une tenue simple, la fatigue visible sur les épaules, mais quelque chose de plus fin que la colère la tenait droit, la prudence. Elle accepta que les voisins l'aident, qu'on monte des échafaudages, que l'on recolle des briques qui semblaient tenir encore malgré tout. Elle refusa toujours la main tendue que représentait la signature sur les papiers. La légalité restait dans un tiroir au fond d'un sac. Les premiers jours furent rythmés par des petits rituels. David arrivait tôt, achetait le pain, aidait à déblayer le jardin. Il respectait la règle d'Isabelle, dormir à l'hôtel et ne pas forcer l'intimité. Il restait distant sur la forme, proche sur la matière. Les filles le regardèrent travailler, fascinées par la façon dont un homme pouvait transformer des ruines en espoirs tangibles. Léa suivait ses gestes à la lettre, prenant un petit marteau en plastique pour taper doucement sur des planches que David lui présentait. Carmen, quant à elle, s'asseyait parfois sur une dalle encore humide, laissant la boue coller à ses chaussures comme une médaille. Un après-midi, alors que le toit était encore une promesse, une rafale plus violente que prévu emporta une bâche et une partie de l'écran protecteur. La pluie s'engouffra dans le grenier à demi ouvert et menaça de compromettre le travail déjà fait. Les voisins se dispersèrent, quelques-uns s'excusant de ne pouvoir rester. David, qui était venu ce jour-là sans parapluie, resta immobile une seconde, puis grimpa sur l'échelle. Il passa la main sur des poutres trempées, retira des clous, posa une planche supplémentaire, ordonna calmement à deux hommes de tendre une autre bâche. Il finit la soirée à éponger l'eau avec des torchons, les épaules courbées et les vêtements collant à sa peau. Quand Isabelle vint voir l'état des dégâts, elle trouva David couvert de poussière et de pluie, les yeux creusés, un fil de boue au coin de la bouche. À la voir, il eut envie de tout arrêter pour lui parler, pour la rassurer à voix haute. Il se contenta de lui tendre une poignée de main qui disait « Je n'ai pas reculé ». Elle le regarda longuement et sans qu'un mot plus tendre ne soit prononcé, sentit que le prix qu'il payait était réel. La colère n'avait pas disparu, mais la certitude que le mouvement était sincère s'était insinuée comme une petite fissure dans une muraille. Les règles, formalisées au début, restaient là, posées comme des bornes. 6 mois, pas de nuit à la maison, pas d'attente précipitée, pas d'écrit officiel. David accepta chaque matin de rentrer à l'hôtel, chaque soir de laisser la maison à ces deux femmes qu'il avait séparées de lui-même. La contrainte était dure. Il en souffrait, mais il disait, parfois à Mame Camara, parfois tout seul dans un coin du chantier, « C'est le prix, je l'accepte ». Mame Camara fut plus qu'un témoin. Elle fut une garde-fou alerte, un point d'équilibre quand tout menaçait de basculer. Parfois, elle corrigeait David avec un mot sec. D'autres fois, elle prenait Isabelle par la main pour la faire asseoir et lui rappelait que garder ses filles en sécurité n'était pas renoncer à la colère. Elle ne portait pas de jugement définitif, elle pesait les gestes. Quand, au bout de 3 semaines, une voisine les invita à déjeuner improvisé pour célébrer la montée des murs, la vieille femme sourit en regardant les têtes réunies. Il fallait des cérémonies modestes pour sceller les étapes. Au-delà des murs, le travail que menait David se révélait dans de minuscules détails qui touchèrent plus l'esprit qu'un don. Il répara la balançoire cassée, remplaça le ressort de la vieille porte du jardin, acheta des petits jouets pour les filles qu'il plaça discrètement dans un coin. Une fois, Léa trouva un livre d'images déposé sur la table basse et s'écria en courant vers la mère. « Maman, tonton David nous a rapporté un livre !» Isabelle, prise au dépourvu, eut un sourire bref, qui n'était pas tout à fait indulgent, mais déjà moins fermé. La vie s'organisa en scènes répétitives, les petits déjeuners où David apportait parfois les croissants, les après-midi où il accompagnait Léa pour de petites courses, la soirée où il tint la porte pendant que Carmen trébuchait dans la boue.
Ces instants accumulés pesèrent plus que n'importe quelle phrase. Et pourtant, l'ombre du passé revenait la nuit quand Isabelle regardait les photos, quand elle se souvenait du dossier médical posé sur le pas de la porte. Elle savait que la vérité, si elle était mise au jour, ne disparaîtrait pas. Un soir, à mi-chemin du 4e mois, un événement mina le peu de paix que la rue avait connu. Un courrier recommandé arriva, destiné à l'entreprise, où David avait ses parts. Isabelle, par curiosité, l'ouvrit en l'absence de David. À l'intérieur, une convocation, une procédure administrative mise en branle par des associés en quête de bilan. Rien de scandaleux, rien d'inattendu pour un homme de son envergure, mais une épée de Damoclès aux yeux du voisinage, la rumeur d'un possible départ. Isabelle, qui avait fait de cette maison un repère, sentit son cœur se serrer. Elle pensa à l'histoire ancienne. Où était-il allé quand il avait choisi Ibadan il y a 12 ans? Allait-il encore disparaître sous prétexte de responsabilité plus vaste qu'elle n'était annoncée? Elle prit la décision de le confronter, mais pas en public. Ce soir-là, elle le trouva au chantier, assis sur une pile de planches, le front contre ses paumes. L'homme qui avait appris à contenir ses excès ne se déroba pas. Elle posa la convocation sur la planche à côté de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-elle simplement. David la regarda, respira et pour la première fois parla sans l'éloquence calculée d'un homme d'affaires. Il avoua la responsabilité, la tension, la crainte de devoir s'absenter. Il expliqua qu'il contrôlait les choses, qu'il n'irait nulle part sans annoncer, qu'il avait appris à ne plus justifier son absence par des prétendues urgences. Il expliqua qu'il tiendrait parole, pas de départ sans discussion, pas de fuite. Isabelle écouta, mais elle resta prudente. Les mots, dit-elle, doivent être suivis. Il y eut alors un pacte muet. S'il devait partir, il avertirait. Si sa présence s'étiolait, la période d'essai s'arrêterait. Il n'y eut pas de dramatisation. Juste une clause simple qui ne figurait pas dans un contrat mais pesait comme un accord. Le temps, qui n'a pas d'horaire, poursuivit sa marche. Les 6 mois prirent la forme d'un repère sur un calendrier improvisé. À mesure qu'ils approchèrent de la fin, chacun mesura un étrange mélange d'espoir et de peur. Les filles, elles, mesuraient les choses autrement. Leur langage, fait d'évidence, brisa des résistances qu'on croyait infranchissables. Une après-midi, alors que le jardin retrouvait un semblant d'ordre et que le mur du salon tenait enfin droit, Carmen, qui jusque-là n'avait fait que répéter la première phrase comme une découverte, accourut vers Isabelle avec une conviction nouvelle. « Maman, dit-elle, si tonton David est notre papa, est-ce qu'on peut lui donner un câlin avant le dîner ?» La question, simple, porta le poids d'une décision qui n'appartenait qu'à eux. Isabelle hésita un instant, regarda David. Il était sur un escabeau, la poussière encore sur son pull, mais ses yeux étaient d'une tendresse indéniable. Il descendit et s'agenouilla pour se trouver à hauteur des filles. Léa, un peu méfiante, posa une main sur son épaule. Carmen se jeta littéralement dans ses bras. La scène n'était ni propre à rendre justice aux blessures antérieures, ni à gommer la douleur. Elle était seulement humaine. Le geste fut contenu, un câlin simple, sans revendication, sans promesse. Isabelle vit dans l'échange une avancée mais aussi une mise à l'épreuve. Elle ne s'agenouilla pas. Elle observa et laissa la scène se dérouler. Mame Camara, de son siège de la terrasse, serra les poings et sourit comme si chaque morceau de tissu recousu ramenait un peu d'ordre dans la toile de la vie. À la 5e mois, un petit couac survint. David reçut un appel professionnel qui exigeait sa présence pour une réunion qui ne pouvait être facile à décliner. C'était le test que chaque résident du quartier redoutait. Il pouvait prouver qu'il avait changé, ou confirmer le pire. Il annonça alors qu'il partirait mais pour la journée, qu'il reviendrait le soir même et qu'il resterait joignable. Isabelle sentit une douleur remonter. Elle ne souhaitait pas démontrer de défi, mais l'angoisse d'être déjà en train de revivre l'histoire la brûlait. Mame Camara, qui avait entendu la conversation au téléphone, s'approcha et posa une main rugueuse sur l'épaule de David. Comme pour dire « Garde ta parole ». Ce simple geste contraignit davantage l'homme que la colère. Il partit. Il revint effectivement le soir même, avec une boîte de gâteaux et des excuses, mais surtout avec un récit sobre de la journée. Il avait laissé ses collaborateurs gérer une partie de la question administrative. Il était resté en contact. Il n'avait pas pris de décision qui aurait emporté la famille. Ses gestes tranchèrent les mots. Il avait choisi de revenir. Le quartier nota, parfois avec un haussement d'épaule, parfois avec un hochement de tête approbateur. Le dernier mois passa sans grands incidents, mais chaque jour était chargé d'un poids qui pouvait se rompre.
Les petites habitudes avaient pris de l'espace. David lisait désormais une histoire avant le coucher quand c'était sa tournée. Il savait préparer un bol de soupe que les filles aimaient. Il écoutait Léa parler de son école, parfois avec une attention que même la mère avait du mal à reconnaître. Les voisins commencèrent à dire que l'homme avait changé, puis ajoutèrent des réserves. Isabelle, quant à elle, alliait la prudence à un émerveillement qu'elle n'osait pas nommer. Le jour du 6e mois arriva dans une lumière pâle et tremblante. Mame Camara proposa que l'on fête l'achèvement d'une aile de la maison. Juste une réunion discrète, des plats partagés, un ruban coupé pour le porche. Il y eut des gâteaux, des assiettes en plastique, des mains collantes, des rires. Les têtes se rapprochèrent, et chaque invité sentit que ce n'était pas un mariage que l'on célébrait, mais un tournant. À la fin de la journée, quand la poussière s'était déposée et que les filles couraient autour d'un nouveau bac de sable posé à l'ombre, David prit Isabelle à part. Ils s'éloignèrent dans le petit jardin, parmi les odeurs de terre et de herbes coupées. Il y eut d'abord un silence. La maison derrière eux paraissait soudain complète, comme si l'assemblage des planches et du ciment avait permis de recoudre un paysage intérieur. David posa la main sur la boîte de photos qu'il n'avait jamais rendue. Il n'y eut pas d'argumentation, seulement une suite d'aveux. Il lui dit qu'il avait eu peur, qu'il avait cru partir pour préserver, qu'il était revenu parce que l'absence l'avait rongé. Il prononça des mots simples, « Je t'aime », mais non pas comme une annonce triomphante, plutôt comme ce qu'il espérait pouvoir justifier par l'action. Isabelle l'écouta. Ses yeux brillaient d'une lueur ambivalente, la joie mêlée à la fatigue d'une femme qui avait porté le foyer seule. Elle pensa aux mois passés, à l'effort fourni, à la légèreté retrouvée dans les gestes des filles, mais surtout au prix payé pour arriver jusque-là. Elle savait qu'un mot, si beau soit-il, ne ferait pas oublier 12 ans d'absence. Pourtant, en regardant David face à face, nourrissait-elle l'idée que la présence pouvait racheter le vide? Elle fit un pas, puis un autre. Elle posa une main sur la joue de David. Ce geste ne fut pas un feu d'artifice. Ce fut un test délicat, presque fragile. Ils s'embrassèrent, oui, mais c'était un baiser mesuré. Ils disaient des choses que leur voix n'avait pas encore le droit d'expliciter. La reconnaissance de l'effort, la peur encore tenace, la possibilité d'un commencement. Quand ils se séparèrent, Isabelle déclara calmement, mais fermement, qu'elle n'était pas prête à enterrer le passé dans un acte irréversible. Les papiers, les 50%, restaient dans leur tiroir, mais cette fois, la proposition prenait une autre teinte, elle connaissait sa valeur. Et David savait qu'il ne pouvait plus la brandir comme une monnaie d'échange. La nuit tomba sur une maison qui respirait enfin mieux. Les filles, épuisées mais heureuses, s'endormirent vite, chacune tenant une fiole de la journée. Léa une plume trouvée dans la cour, Carmen un petit tracteur en bois. Le portrait d'une famille recomposée se dessinait lentement, avec une prudence encore palpable. Les jours suivants furent un apprentissage nouveau de la cohabitation. La règle du papa de cœur s'installa naturellement. David venait quelques soirs par semaine, lorsqu'il n'était pas retenu par des responsabilités inévitables qu'il acceptait désormais de partager. Il prit part aux rendez-vous médicaux, accompagna Léa pour une consultation dentaire, retrouva Carmen pour une visite vaccinale. Chacun de ces petits actes pesait lourd dans la balance de la confiance. Présence, régularité, attention aux détails. La communauté surveilla la progression. Certains voisins, encore méfiants, avouèrent entre eux qu'ils avaient été surpris de le voir s'occuper du linge, de préparer des goûters, d'enseigner à Léa à nouer ses lacets. D'autres virent sa transformation comme l'archétype d'un homme qui paye sa dette. Mame Camara, fidèle à son rôle, n'accorda ni prix ni pardon définitif. Elle mesurait les engagements, les gestes, la constance. Elle sut rappeler quand il fallait rappeler, féliciter quand il fallait féliciter. Un moment particulièrement révélateur eut lieu lorsqu'une voisine invita tout le monde pour fêter l'achèvement du salon. C'était un après-midi d'été, la maison sentait le bois fraîchement verni. Les filles avaient préparé un petit spectacle improvisé. Léa dansa maladroitement, Carmen fit des roulades. David resta en retrait, applaudit, fit rire Léa en mimant un personnage. À la fin du spectacle, alors que les voisins applaudissaient, Carmen monta sur une chaise, regarda droit vers David et avec la franchise qui caractérise les enfants, dit « Tonton David, tu peux rester ce soir ?» Le silence qui suivit n'était pas une attente. C'était une question qui demandait une réponse humaine et simple. David se tourna vers Isabelle, chercha son regard. Elle hésita, puis offrit un petit sourire qui n'était pas tout à fait un oui complet, mais une ouverture. « Ce soir, dit-elle, tu peux rester si tu le veux, mais on verra comment ça va. »
un accord fragile, mais réel. Une nuit où la pluie revint, douce et persistante, ils restèrent tous sous le même toit pour la première fois depuis 12 ans. Personne ne fit de promesses solennelles. Ils dînèrent, et la maison, pavée de sons d'enfants et de vaisselle, sembla enfin remplir sa fonction première, abriter. Le début d'un foyer n'a pas l'éclat d'un mariage immédiat. Il s'inscrit en petites touches, en gestes répétés. Cette simple coexistence fit plus pour réparer que des discours enthousiastes. Les semaines qui suivirent confirmèrent que le changement n'était pas instantané. Des disputes surgirent encore. Des souvenirs blessants revenaient comme des fantômes à l'improviste. Mais à chaque fois, David avait appris à tenir une autre posture. Il laissait le temps aux cicatrices et n'essayait plus de les recoudre trop vite. Il s'excusait sans dramatisation. Il cherchait la réparation concrète. Isabelle, de son côté, rendit hommage à la réalité. Si le cœur pouvait s'ouvrir, c'était par l'évidence des actes, et non par le charme d'un passé magnifié. Le quartier nota que la maison avait retrouvé un toit solide. Les murs repeints tenaient bon face aux intempéries. L'ancien porche, bancal, avait été remplacé par une avancée simple mais accueillante. Les enfants jouaient sous la pluie sans crainte. Un soir, quand la pluie devint plus forte encore et que l'air sembla se laver, Isabelle, David, Léa et Carmen se retrouvèrent sous le porche, les cheveux mouillés, les rires éclatants entre eux. Les deux petites commencèrent à lancer des mains d'eau, tournant autour des adultes. À un moment précis, Carmen, essoufflée, cria en riant « Papa !» Ce mot, jeté comme on jette une pierre dans l'eau, fit des cercles. David s'arrêta, puis répondit par un sourire qu'il n'avait pas le droit de posséder sans garde-fou. Isabelle posa une main sur le dos de David, et dans son regard il y eut des larmes. Elles n'étaient pas seulement de joie, elles étaient le mélange de la certitude et de la peur qu'il fallait encore surveiller. Quand le 6e mois prit officiellement fin, aucun contrat n'avait été signé, aucune décision légale n'avait scellé un mariage. Cependant, la relation avait pris une tournure suffisamment grave pour que l'on parle d'un avenir possible. Mame Camara proposa, lors d'un dîner serein, que l'on marque symboliquement la fin de l'épreuve, pas par un acte juridique, mais par une promesse de continuer à faire l'effort quotidien. Elle apporta avec elle une vieille clé, un objet symbolique qu'elle remit à Isabelle en disant « Garde-la, toi décideuse ». Isabelle prit la clé comme on accueille une responsabilité. Elle la rangea dans son tiroir, à côté des photos et du dossier, sans la placer sur la table des signatures. Dans les semaines qui suivirent, un silence nouveau s'installa. Celui de la vie qui ne rugit plus pour prouver quoi que ce soit, mais qui s'organise. Un matin, alors que les filles prenaient leur petit déjeuner, Léa regarda son assiette, puis leva la tête vers David et dit, avec la gravité d'une enfant, « Tonton David, tu es notre papa, mais si tu pars encore, je serai très fâchée. » Tout le monde rit d'abord, puis sourit avec une affection mêlée d'exaspération. David essuya une larme que la chaleur du café avait provoquée. Il prit la petite main, la serra et dit « Oh, je ne partirai plus sans dire où je vais. » Ce n'était pas une promesse triomphante, juste une clause humaine. Isabelle, qui entendit la confidence, posa sa main sur l'épaule de David. Ce geste, de nouveau, était porteur. Il valait davantage que tout papier. L'idée de remariage, qui avait été évoquée comme une possibilité floue, commença à prendre la forme d'un futur à discuter sérieusement. Ils parlèrent, sagement, sans précipitation, ni alliance précipitée, ni plan à grande échelle. Ils discutèrent de ce qu'ils attendaient l'un de l'autre, de l'éducation des filles, des priorités à venir. Ils ne firent pas table rase du passé. Ils concoctèrent plutôt des règles pour l'avenir. Transparence, présence, communication. Ils mirent en place un rendez-vous mensuel pour parler des points qui fâchaient, un espace où tout pouvait être exprimé sans crier. C'était leur équilibre nouveau, fragilité et soin. La dernière image à clore cette histoire se déroula sous la pluie, comme au premier soir. Mais cette pluie était différente. Elle n'était plus celle du doute. Elle était une pluie qui nettoie, qui fait pousser. La maison était finie, l'entrée ornée de pots de fleurs, la balançoire relevée et le potager de Mame Camara enfin délimité. Les filles, trempées et riantes, couraient autour des adultes. Au centre, David et Isabelle se tenaient la main. Ils n'étaient pas naïfs, ils portaient chacun une histoire lourde. Et pourtant, ils se regardèrent avec une douceur que personne ne put qualifier d'illusoire. Carmen la petite grimpa sur les genoux de David et leva la tête vers lui avec la même franchise qu'au premier jour. « Tonton David, tu es notre papa », dit-elle encore. Mais cette fois, sa voix portait la conviction d'un prénom acquis,
plutôt que d'une découverte. David, les yeux pleins d'eau qu'il ne cacha pas, répondit d'une voix qui s'arrêta sur l'émotion. « Je veux être là, pour vous. Je veux apprendre à être papa. » Isabelle posa la main sur la sienne et ensemble, sans le dire tout haut, ils acceptèrent de tenter la route l'un à côté de l'autre, sachant que le chemin serait long, parsemé d'efforts, de compréhension et de patience. Mame Camara sourit, la pluie chatouillant ses cils, comme si la terre elle-même bénissait l'ouvrage de réparation que Sévi venait d'entreprendre. Ils n'avaient pas signé de pacte pour sceller une vie, ils avaient construit des jours. La maison, métaphore visible, ne guérissait pas tout. Elle offrait un cadre. Le véritable travail était intérieur, patient, modulé par les gestes, par la répétition des petites preuves. Ils s'éloignèrent dans la nuit pluvieuse, main dans la main, les filles courant devant eux, insouciantes. Et le quartier qui, peu à peu, se remit à murmurer de plus en plus doucement une acceptation. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez ces récits de réparation et de seconde chance, pensez à laisser un like et vous abonner pour découvrir d'autres histoires semblables. Merci d'avoir partagé ce moment. Revenez bientôt pour une nouvelle histoire.